Salut à tous, c'est Théo de la Nouvelle École et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc passer en revue une série de conseils qui sont indispensables pour réussir vos impressions, que ça soit le bon réglage de la première couche, en passant par les tests de calibration les plus utiles, je vais tout vous dire. Premièrement, le bon choix des matériaux. Lorsqu'on parle impression 3D, on est souvent bombardé par les acronymes PLA, ABS, PETG, TPU. Et je me rappelle quand j'ai débuté, je trouvais ça un peu déroutant. Ces acronymes, ils désignent en réalité différents types de matières, chacune ayant évidemment des propriétés différentes et seront donc plus ou moins intéressantes suivant les applications que vous allez réaliser. Prenons déjà le PLA. Vous le connaissez évidemment, c'est la matière de base en impression. Il est simple à utiliser et convient à toutes les machines. En plus de ça, il est fiable et économique parce qu'une bobine de PLA de 1 kg, c'est entre 15 € et 25 € environ. Et franchement, malgré ce prix très bas, le rendu est sympa. D'ailleurs, dans la vidéo, je vais partir du principe qu'on utilise du PLA, sauf précision inverse. Ensuite, en matière un peu moins utilisée, on a le PETG. Le PETG, c'est un peu une sorte de super PLA parce que finalement il est un peu plus robuste que ce dernier mais un petit peu plus complexe aussi d'impression. Là, si vous voulez réussir vos impressions avec cette matière, on devra souvent ajuster la ventilation, chauffer davantage le matériau et éviter d'avoir des angles un peu trop prononcés, sinon on risque d'avoir des petits soucis. Continue dans les matières populaires, on a ensuite l'ABS. Là clairement l'ABS il est robuste, surtout face à la chaleur, mais attention, avec ce type de matière c'est vraiment préférable de l'imprimer dans des caissons fermés, notamment parce qu'il va émettre des vapeurs qui sont nocives, mais surtout parce qu'il est très sensible aux variations de température. Et ça peut provoquer tout un tas de problèmes. Je vous en reparlerai dans la vidéo. En quatrième matière, on peut citer le TPU. Là, c'est plutôt si vous avez un objectif de flexibilité de vos objets. Et là, pour calculer sa dureté, ça varie entre 95A, qui est souple, et 60A, qui est très élastique. Mais l'impression de ce type de bobine doit se faire très lentement, tout en utilisant des remplissages spécifiques, notamment du remplissage concentrique, voire entrecroisé. De plus, sachez que toutes les matières que je viens de vous présenter sont évidemment déclinables, avec des couleurs, des résistances plus ou moins importantes. C'est tout simplement des additifs qu'on rajoute dans la matière de base. Bon, évidemment, il y a plein d'autres matières, mais ces 4 matières-là, ça doit représenter 98% des impressions, notamment chez les particuliers. Numéro 2, comment sélectionner une bonne épaisseur de couche. L'épaisseur de couche est vraiment un élément clé en impression 3D. Tout simplement parce que je le rappelle, l'impression 3D, c'est des couches qui sont superposées pour former un objet. Si vous êtes un printer normal, je suppose que vous imprimez avec une buse de 0,4 mm. Sachez que le diamètre de la buse, il va ajuster la précision en X et en Y, et que la hauteur de couche, lui, il va ajuster la pression en Z. Le diamètre de cette buse, il va évidemment conditionner directement le diamètre du filament qui va être déposé par l'équipement. Nous, de temps en temps, justement, on s'amuse à percer la buse pour faire des impressions assez sympas. En tout cas, c'est pas possible d'imprimer des hauteurs de couche qui sont plus importantes que le diamètre de votre buse. En général, on recommande une hauteur de couche qui est la moitié du diamètre de la buse. On est à 0,4, on a donc des hauteurs de couche de 0,2. Cette pratique-là, elle garantit non seulement une excellente liaison entre les couches successives, mais ça permet aussi un temps d'impression optimal. Après, bien sûr, vous pouvez ajuster tout ça, mais la plage de changement est généralement entre 25 et 75%. Vous avez donc des hauteurs de couche entre 0,1 et 0,3. Numéro 3, utilisez un bon remplissage. Vous le savez, une des grandes forces de l'impression 3D, c'est la capacité de déposer du matériau uniquement où on en a besoin. Et ça permet de créer des pièces qui sont partiellement vides. Ça génère donc des économies, que ce soit en termes de temps, mais aussi en termes de consommation. Ce vide interne, il va évidemment être orchestré par rapport aux paramètres du remplissage. Le premier facteur à prendre en compte, c'est la densité. Donc là, pas très compliqué, c'est le pourcentage de matière que vous mettez à l'intérieur. On va dire que pour une pièce de déco, c'est 15%, et pour une pièce qui nécessite plus de résistance, là, ça sera plutôt 30%. Dans tous les cas, je vous déconseille d'aller au-delà des 80%, parce que vous risquez d'être très long en temps d'impression, vous risquez d'avoir des problèmes de warping et votre pièce sera pas beaucoup plus résistante. Et en plus de ce facteur là, il y a évidemment les motifs que vous allez utiliser. Tous les motifs n'auront pas les mêmes intérêts. On a des motifs qui sont triangulaires ou en grille, en 2D, c'est vraiment les modèles classiques, mais si vous cherchez une robustesse mécanique vraiment particulière, là il faut plutôt utiliser des motifs complexes, notamment du gyroïde ou du quart cubique, qui vont offrir des remplissages en 3 dimensions. Et si votre objectif c'est la vitesse, vous pouvez réfléchir à des motifs organiques comme le remplissage éclair qui peuvent vraiment être intéressants. Quatrième point à prendre en compte, c'est la maîtrise de votre température. Lorsqu'il s'agit d'impression 3D, vous le savez, les températures jouent un rôle crucial. Il y aura différentes températures à prendre en compte, la température de la buse, la température du plateau, et si ces dernières sont mal réglées, il y a un tas de problèmes qui vont commencer à se poser. Que ça soit des déformations de votre objet imprimé, des problèmes d'adhérence, une mauvaise fusion dans les couches, des petites apparitions de bulles, ou même de la sous-extrusion, tous ces problèmes-là
plupart sont généralement dus à un souci sur la température. Je vous prends par exemple l'exemple du PLA, hein. La température, ça va généralement être 200 degrés pour la buse et on va avoir un plateau chauffant à 50. Et avant d'imprimer votre objet, regardez les recommandations du fabricant, ça sera potentiellement des températures légèrement différentes. 5. Maîtrisez correctement votre vitesse d'impression. La vitesse d'impression, c'est tout simplement la vitesse à laquelle la buse va déposer votre matière. Évidemment, la tentation, c'est d'avoir une vitesse la plus importante possible. D'ailleurs, avec toutes les machines qui sortent, le principal argument, c'est que ça va plus vite. Mais avant d'augmenter la vitesse, c'est important de comprendre comment la régler. À titre d'exemple, pour une machine standard, je vais prendre dans notre cas la Neptune 3 Pro, c'est la machine qu'on fournit dans nos formations. Pour les objets basiques avec peu de détails, vous pouvez évidemment mettre une vitesse importante, donc c'est 70 mm/s. Mais si vous voulez réaliser des objets avec des détails plus fins et une grande qualité d'impression, là, il faut plutôt viser du 50 mm/s. Et si vous êtes avec des matières complexes, ça sera des vitesses encore plus faibles. Donc vraiment, si vous avez des soucis sur vos impressions, prenez votre mal en patience et réduisez la vitesse. 6. Comprendre l'accélération et la saccade. Bon, ce point-là, il rejoint partiellement le point précédent. L'accélération, c'est tout simplement votre tête d'impression qui va varier de vitesse, notamment quand elle démarre ou arrête une ligne, ou quand elle va changer de direction. Et si vous avez une vitesse qui est trop élevée, ça peut induire des petites vibrations au sein de votre imprimante, particulièrement sur des imprimantes 3D entrée de gamme ou mal installées. Si vous avez des défauts d'ondulation, d'irrégularité, c'est sûrement que vous avez une mauvaise gestion de votre accélération. Et ensuite, on a la saccade. Là, c'est la vitesse à laquelle l'imprimante elle est capable de changer de direction, sans pour autant avoir une phase d'accélération. Encore une fois, si vous avez une saccade qui est trop importante, vous allez avoir des problèmes, notamment observer des marques ou des petits points spécifiques là où l'extrudeur commence ou termine sa trajectoire. 7. Maîtrisez correctement vos supports d'impression. Lorsque votre objet imprimé en 3D possède des surfaces en surplomb importantes, au-delà de 40-45 degrés, votre pièce risque de s'effondrer. On va donc avoir besoin de structures temporaires qui va assurer la stabilité de votre pièce le temps que la couche se refroidisse. Pour éviter tout ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut réfléchir à la meilleure orientation possible de votre objet dans votre slicer, parce que suivant le type d'orientation que vous allez utiliser, les supports seront peut-être inutiles. Et si jamais, malgré tout ça, vous êtes obligé d'avoir des supports, là, va falloir réussir à avoir les meilleurs paramétrages. Le but du jeu, c'est d'avoir des supports 1 qui laissent le moins de marques possible, 2 consomment le moins de matière possible et 3 ralentit le moins possible votre impression. Pour ça, vous pouvez activer l'option interface de support et vous ajuster la densité avec une valeur assez élevée, entre 30 et 40%, mais par contre, vous pouvez réduire la densité générale du support aux alentours de 10 à 15%. Tout ça, ça permettra de faciliter le retrait et d'avoir des supports assez économiques. Dans certains cas, vous pouvez aussi utiliser des supports organiques, aussi appelés supports arborescents. Ça sera plutôt utilisé pour des pièces comme des figurines ou des pièces avec des designs un petit peu étranges, comme la pièce qui est juste là. 8. Trouver le meilleur équilibre vitesse-température. Bon là c'est un peu une fusion des points précédents. L'impression 3D comme d'habitude c'est vraiment une question d'équilibre. Donc si vous poussez trop un facteur, ça risque d'impacter un autre. Donc faut vraiment jouer sur cette relation. Si vous souhaitez une fusion optimale de vos couches, la clé c'est de trouver un équilibre entre la vitesse d'impression et la température de la buse. Parce que sinon vous aurez soit des risques de sous-extrusion. Là ça signifie que vous avez une température d'impression qui est généralement trop basse avec une vitesse trop grande. Ou alors au contraire, comme ici, si vous avez une température d'impression qui est trop importante et une vitesse d'impression qui est trop faible, à ce moment-là, vous pouvez avoir des problèmes de surextrusion. Point numéro 9, la fonction Z-Up. Franchement, cette fonction-là, c'est une fonction qui est peu utilisée, mais pourtant super pratique. Ça permet en fait à votre tête d'impression de se soulever légèrement au-dessus de votre modèle dès qu'il change de position. Et en fait, cette petite élévation, elle permet tout simplement d'éviter les risques de stringing. Le stringing, pour rappel, c'est les petits filaments qui vont se former à travers deux points de votre impression, alors que ces derniers ne sont évidemment pas souhaités. Numéro 10, utilisez correctement les différents plugins sur votre slicer. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous utilisez des slicers populaires, notamment Ultimaker Cura, il y a tout un espace où vous pouvez télécharger des plugins et donc en quelque sorte améliorer votre slicer. Un peu comme avec Chrome où vous pouvez installer des extensions. Il y en a des tas, évidemment on les a pas tous testés, mais les deux plus populaires c'est Setting Guide. Là c'est un guide intégré qui va vous fournir plein d'infos détaillées sur votre slicer. C'est vraiment top quand on commence parce qu'on va pouvoir se faire guider assez facilement. Et ensuite le deuxième plugin qui est très intéressant c'est Calibration Shape où vous allez pouvoir avoir un tas de modèles de test. J'en reparlerai.
Point numéro 11, obtenir une bonne calibration sur votre plateau. Là, c'est un des facteurs les plus importants dans votre impression 3D. Avant de lancer la moindre impression, c'est vraiment indispensable d'avoir un plateau bien réglé. Parce que si vous avez une machine qui est mal calibrée ou mal entretenue, votre impression sera clairement foutue. Avant de s'attaquer au réglage, il y a quelques prérequis. Il faut évidemment s'assurer que la machine soit correctement montée, que tous les boulons soient bien serrés. Vérifiez aussi les tensions, les courroies d'alignement et assurez-vous d'avoir un matériel qui est propre, notamment votre plateau où vous n'avez pas des résidus d'anciennes impressions. Sinon, ça risque de fausser la calibration. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs écoles. Soit vous êtes avec des machines à l'ancienne et vous devez utiliser ce qu'on appelle la calibration avec la feuille de papier. Donc c'est très simple, il faut mettre votre plateau d'impression et votre buse à la température que vous allez utiliser durant votre impression pour éviter tout ce qui est dilatation thermique. Ensuite, vous prenez votre plateau de contrôle et vous positionnez votre buse au centre de l'imprimante. Et ensuite, simplement, ce que vous allez faire, c'est glisser une feuille de papier entre la buse et le plateau. Le but, c'est de sentir une légère résistance lorsque vous bougez la feuille sans qu'elle se déchire. Et vous allez faire ce test-là aux 4 coins de votre plateau et vous allez ajuster la hauteur de la buse à l'aide des petites molettes de calibration qui sont situées en dessous du plateau ou via le plateau de contrôle selon le modèle que vous avez. Ensuite, vous avez peut-être une imprimante 3D qui permet un nivellement automatique. C'est de plus en plus courant. Après avoir fait une première calibration manuelle, vous pouvez lancer un nivellement automatique et là, cette fonctionnalité, elle va scanner en plusieurs points le plateau pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Et gardez en tête qu'il faut recalibrer votre plateau dès que vous bougez votre imprimante ou dès que vous effectuez des modifications sur cette dernière. Je sais pas, vous changez votre buse à ce moment-là, évidemment, vous recalibrez. Dans l'idéal, il faudrait même le faire avant chaque impression. Sachez qu'il existe aussi des pièces pour tester la bonne calibration de votre plateau. Numéro 12, réussir sa première couche en impression 3D. Bon, on y est presque parce que là, on commence à attaquer vraiment l'impression 3D. C'est un peu comme les fondations d'un immeuble. Si cette dernière, elle est ratée, tout votre immeuble va s'effondrer. Pour la première couche, c'est recommandé d'augmenter légèrement la température, entre 5 et 10 degrés. Ça va permettre de favoriser l'adhérence entre le plateau et la couche. On vous invite aussi à désactiver les ventilateurs. Encore une fois, ça permet à la première couche de rester bien chaude pour maximiser l'adhérence. Et vous pouvez paramétrer une première couche qui soit plus épaisse. Si vous imprimez en 0,2, là vous mettez du 0,3 ou si vous imprimez en 0,1, vous mettez du 0,2. Bref, vous avez compris. Et ralentissez la vitesse, mettez entre 30 et 40 mm secondes si vous imprimez du PLA. Avec cette vitesse, ça va permettre de garantir une impression de première couche solide et uniforme. Si durant cette première couche, vous observez du warping, donc pour rappel, qu'est-ce que c'est? Le warping, c'est tout simplement que les bords de votre pièce vont se déformer. Vous pouvez augmenter légèrement la température du plateau tout en essayant de protéger votre zone d'impression des variations de température, notamment en utilisant un caisson thermique. Vraiment, durant cette étape, restez au contact de votre imprimante. Durant la première couche, il y a souvent des petites erreurs et si vous voyez apparaître des erreurs sur votre première couche, stoppez l'impression et refaites des paramétrages dans votre slicer. Numéro 13, les pièces de test. Pour valider toutes les compétences que je viens de vous présenter, le mieux, c'est de réaliser des pièces de test. Bon, là, je vais simplement vous présenter les plus populaires. Tout à l'heure, je vous ai même qu'il y avait une extension d'Ancura qui s'appelle Part of Calibration, où là, il y a tout simplement 40 pièces de test. C'est vraiment génial. Après, le plus connu des pièces de test, c'est le fameux Benchy. C'est le petit bateau. On l'utilise très souvent. Là, c'est un peu un rite de passage. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, ce test-là, il va nous permettre de tester plein de choses, notamment des porte-à-faux, des angles à 45 degrés, des détails, etc. On a aussi des tests géométriques. Là, c'est des fichiers STL qui sont conçus pour évaluer la fidélité de votre imprimante à reproduire certaines formes, notamment des surfaces en surplomb. On a aussi des tests de résolution, donc là plutôt pour vérifier la qualité esthétique de votre pièce, et même des tests de température avec la fameuse tour de température qui permet de tester la température idéale pour l'impression de votre matière. Franchement, n'hésitez pas à faire ces tests, ça vous permet de vous remettre en question et potentiellement de mettre en avant certaines erreurs que vous verrez pas forcément durant l'impression de votre pièce. Pour conclure, j'espère que ces différents conseils vont pouvoir vous aider et vous améliorer dans vos impressions 3D. C'était vraiment le but de la vidéo. Si jamais il y a des points que j'ai pas assez développés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai ou sinon je vous ferai carrément une vidéo YouTube sur le sujet.